La petite Fadette de George Sand. Chapitre 25. Tout en devisant et marchant avec elle, il apprit la propriété des herbes et toutes les recettes pour la guérison des personnes et des bêtes. Il essaya bientôt l'effet des dernières sur une vache au père Caillot, qui avait pris l'enflure pour avoir mangé trop de vers. Et comme le vétérinaire l'avait abandonnée, disant qu'elle n'en avait pas pour 1 heure, il lui fit boire un breuvage que la petite Fadette lui avait appris à composer. Il le fit secrètement, et au matin, comme les laboureurs, bien contrariés de la perte d'une si belle vache, venaient la chercher pour la jeter dans un trou, ils la trouvèrent debout, et commençant à flairer la nourriture, ayant bon œil, et quasiment toute désenflée. Une autre fois, un poulain fut mordu de la vipère, et Landry, suivant toujours les enseignements de la petite Fadette, le sauva bien lestement. Enfin, il put essayer aussi le remède contre la rage sur un chien de la Priche, qui fut guéri et ne mordit personne. Comme Landry cachait de son mieux ses accointances avec la petite Fadette, il ne se vanta pas de sa science, et on attribua la guérison de ses bêtes qu'aux grands soins qu'il leur avait donnés. Mais le père Caillot, qui s'y entendait aussi, comme tout bon fermier ou métayer doit le faire, s'étonna en lui-même et dit « Le père Barbeau n'a pas de talent pour le bestiau, et mêmement il n'a point de bonheur, car il en a beaucoup perdu l'an dernier. Et ce n'était pas la première fois. Mais Landry y a la main très heureuse, et c'est une chose avec laquelle on vient au monde. On l'a ou on ne l'a pas. Et quand même on irait étudier dans les écoles comme les artistes, cela ne sert de rien si on y est adroit de naissance. Or, je vous dis que Landry est adroit, et que son idée lui fait trouver ce qui convient. C'est un grand don de la nature qu'il a reçu, et ça lui vaudra mieux que du capital pour bien conduire une ferme. » Ce que disait le père Caillot n'était pas d'un homme crédule et sans raison. Seulement, il se trompait en attribuant un don de nature à Landry. Landry n'en avait pas d'autre que celui d'être soigneux et entendu à appliquer les recettes de son enseignement. Mais le don de naître n'était point une fable, puisque la petite Fadette l'avait, et qu'avec si peu de leçons raisonnables que sa grand-mère lui avait données, elle découvrait et devinait, comme qui invente, les vertus que le bon Dieu a mises dans certaines herbes et dans certaines manières de les employer. Elle n'était point sorcière pour cela. Elle avait raison de s'en défendre. Mais elle avait l'esprit qui observe, qui fait des comparaisons, des remarques, des essais, et cela c'est un don de nature, on ne peut pas le nier. Le père Caillot poussait la chose un peu plus loin. Il pensait que tel bouvier ou tel laboureur a la main plus ou moins bonne, et que par la seule vertu de sa présence dans l'étable, il fait du bien ou du mal aux animaux. Et pourtant, comme il y a toujours un peu de vrai dans les plus fausses croyances, on doit accorder que les bons soins, la propreté, l'ouvrage fait en conscience, ont une vertu pour amener à bien ce que la négligence ou la bêtise font empirer. Comme Landry avait toujours mis son idée et son goût dans ces choses-là, l'amitié qu'il avait conçue pour la Fadette s'augmenta de toute la reconnaissance qu'il lui dut pour son instruction, et de toute l'estime qu'il faisait du talent de cette jeune fille. Il lui sut alors grand gré de l'avoir forcée à se distraire de l'amour dans les promenades et les entretiens qu'il faisait avec elle. Et il reconnut aussi qu'elle avait pris plus à cœur l'intérêt et l'utilité de son amoureux que le plaisir de se laisser courtiser et flatter sans cesse comme il l'eût souhaité d'abord. Landry fut bientôt si épris qu'il avait mis tout à fait sous ses pieds la honte de laisser paraître son amour pour une petite fille réputée laide, mauvaise et mal élevée. S'il y mettait de la précaution, c'était à cause de son besson, dont il connaissait la jalousie, et qui avait déjà eu un grand effort à faire pour accepter sans dépit l'amourette que Landry avait eue pour Madelon, amourette bien petite et bien tranquille au prix de ce qu'il sentait maintenant pour Fanchon Fadet. Mais si Landry était trop animé dans son amour pour y mettre de la prudence, en revanche, la petite Fadette, qui avait un esprit porté au mystère, et qui d'ailleurs ne voulait pas mettre Landry trop à l'épreuve des taquineries du monde, la petite Fadette, qui en fin de compte l'aimait trop pour consentir à lui causer des peines dans sa famille, exigea de lui un si grand secret qu'ils passèrent environ 1 an avant que la chose se découvrît. Landry avait habitué Sylvinet à ne plus surveiller tous ses pas et démarches,
Et le pays, qui n'est guère peuplé et qui est tout coupé de ravins et tout couvert d'herbes, est bien propice aux secrètes amours. Sylvinet, voyant que Landry ne s'occupait plus de la Madelon, quoiqu'il eût accepté d'abord ce partage de son amitié comme un mal nécessaire, rendu plus doux par la honte de Landry et la prudence de cette fille, se réjouit bien de penser que Landry n'était pas pressé de lui retirer son cœur pour le donner à une femme, et la jalousie le quittant, il le laissa plus libre de ses occupations et de ses courses, les jours de fête et de repos. Landry ne manquait pas de prétextes pour aller et venir, et le dimanche soir surtout, il quittait la Bessonnière de bonne heure et ne rentrait à la Priche que sur le minuit. Ce qui lui était bien commode, parce qu'il s'était fait donner un petit lit dans le Carfagnon. Vous me reprendrez peut-être sur ce mot-là, parce que le maître d'école s'en fâche et veut qu'on dise Capharnaüm. Mais, s'il connaît le mot, il ne connaît point la chose, car j'ai été obligé de lui apprendre que c'était l'endroit de la grange voisin des étables où l'on serre les jougs, les chaînes, les ferrages et épaulettes de toute espèce qui servent aux bêtes de labour et aux instruments du travail de la terre. De cette manière, Landry pouvait rentrer à l'heure qu'il voulait sans réveiller personne, et il avait toujours son dimanche à lui jusqu'au lundi matin, pour ce que le père Caillot et son fils aîné, qui tous deux étaient des hommes très sages, n'allant jamais dans les cabarets et ne faisant point noce de tous les jours fériés, avaient coutume de prendre sur eux tout le soin et toute la surveillance de la ferme ces jours-là. Afin, disait-il, que toute la jeunesse de la maison, qui travaillait plus qu'eux dans la semaine, pût s'ébattre et se divertir en liberté, selon l'ordonnance du bon Dieu. Et durant l'hiver, où les nuits sont si froides qu'on pourrait difficilement causer d'amour en plein champ, il y avait pour Landry et la petite Fadette un bon refuge dans la tour à Jacot, qui est un ancien colombier de redevance abandonné des pigeons depuis longues années, mais qui est bien couvert et bien fermé, et qui dépend de la ferme au père Caillot. Mêmement, il s'en servait pour y serrer le surplus de ses denrées, et comme Landry en avait la clé, et qu'il est situé sur les confins des terres de la Priche, non loin du gué des Roulettes, et dans le milieu d'une luzernière bien close, le diable eût été fin s'il eût été surprendre là les entretiens de ces deux jeunes amoureux. Quand le temps était doux, ils allaient parmi les tailles, qui sont jeunes bois de coupe et dont le pays est tout parsemé. Ce sont encore bonnes retraites pour les voleurs et les amants, et comme de voleurs il n'en est point dans notre pays, les amants en profitent, et n'y trouvent pas plus la peur que l'ennui. Chapitre 26. Mais, comme il n'est secret qui puisse durer, voilà qu'un beau jour de dimanche, Sylvinet, passant le long du mur du cimetière, entendit la voix de son Besson qui parlait à 2 pas de lui, derrière le retour que faisait le mur. Landry parlait bien doucement, mais Sylvinet connaissait si bien sa parole qu'il l'aurait devinée, quand même il ne l'aurait pas entendue. « Pourquoi ne veux-tu pas venir danser ?» disait-il à une personne que Sylvinet ne voyait point. « Il y a si longtemps qu'on ne t'a point vu t'arrêter après la messe, qu'on ne trouverait pas mauvais que je te fasse danser. Moi qui suis censé ne plus quasiment te connaître, on ne dirait pas que c'est par amour, mais par honnêteté, et parce que je suis curieux de savoir si après tant de temps, tu sais encore bien danser. »« Non, Landry, non !» répondit une voix que Sylvinet ne reconnut pas, parce qu'il y avait longtemps qu'il ne l'avait entendue. La petite Fadette s'étant tenue à l'écart de tout le monde, et de lui particulièrement. « Non, disait-elle, il ne faut pas qu'on fasse attention à moi, ce sera le mieux. Et si tu me faisais danser une fois, tu voudrais recommencer tous les dimanches, et il n'en faudrait pas tant pour faire causer. Crois ce que je t'ai toujours dit, Landry, que le jour où l'on saura que tu m'aimes sera le commencement de nos peines. Laisse-moi m'en aller, et quand tu auras passé une partie du jour avec ta famille et ton Besson, tu viendras me rejoindre où nous sommes convenus. »« C'est pourtant triste de ne jamais danser, » dit Landry. « Tu aimais tant la danse, mignonne, et tu dansais si bien. Quel plaisir ça me serait de te tenir par la main et de te faire tourner dans mes bras, et de te voir, si légère et si gentille, ne danser qu'avec moi. Et c'est justement ce qu'il ne faudrait point.
reprit-elle. Mais je vois bien que tu regrettes la danse, mon bon Landry, et je ne sais pas pourquoi tu y as renoncé. Va donc danser un peu. Ça me fera plaisir de songer que tu t'amuses, et je t'attendrai plus patiemment. Oh, tu as trop de patience, toi, dit Landry, d'une voix qui n'en marquait guère. Mais moi, j'aimerais mieux me faire couper les 2 jambes que de danser avec des filles que je n'aime point, et que je n'embrasserai pas pour 100 francs. Eh bien, si je dansais, reprit Fadette, il me faudrait danser avec d'autres qu'avec toi, et me laisser embrasser aussi. Va-t'en, va-t'en vitement, dit Landry. Je ne veux point qu'on t'embrasse. Sylvinet n'entendit plus rien que des pas qui s'éloignaient, et pour n'être point surpris aux écoutes par son frère, qui revenait vers lui, il entra vivement dans le cimetière et le laissa passer. Cette découverte-là fut comme un coup de couteau dans le cœur de Sylvinet. Il ne chercha point à découvrir quelle était la fille que Landry aimait si passionnément. Il en avait bien assez de savoir qu'il y avait une personne pour laquelle Landry le délaissait et qui avait toutes ses pensées, au point qu'il les cachait à son Besson et que celui-ci n'en recevait point la confidence. Il faut qu'il se défie de moi, pensa-t-il, et que cette fille qu'il aime tant le porte à me craindre et à me détester. Je ne m'étonne plus de voir qu'il est toujours si ennuyé à la maison et si inquiet quand je veux me promener avec lui. J'y renonçais, croyant voir qu'il avait le goût d'être seul, mais à présent, je me garderai bien d'essayer à le troubler. Je ne lui dirai rien. Il m'en voudrait d'avoir surpris ce qu'il n'a pas voulu me confier. Je souffrirai tout seul, pendant qu'il se réjouira d'être débarrassé de moi. Sylvinet fit comme il se promettait, et même il le poussa plus loin qu'il n'était besoin, car non seulement il ne chercha plus à retenir son frère auprès de lui, mais encore, pour ne le point gêner, il quittait le premier la maison et allait rêvasser tout seul dans son ouche, ne voulant point aller dans la campagne. Parce que, pensait-il, si je venais à y rencontrer Landry, il s'imaginerait que je l'épie et me ferait bien voir que je le dérange. Et peu à peu, son ancien chagrin, dont il s'était quasiment guéri, lui revint, si lourd et si obstiné, qu'on ne tarda pas à le voir sur sa figure. Sa mère l'en reprit doucement, mais comme il avait honte, à 18 ans, d'avoir les mêmes faiblesses d'esprit qu'il avait eues à 15, il ne voulut jamais confesser ce qui le rongeait. Ce fut ce qui le sauva de la maladie, car le bon Dieu n'abandonne que ceux qui s'abandonnent eux-mêmes, et celui qui a le courage de renfermer sa peine est plus fort contre elle que celui qui s'en plaint. Le pauvre Besson prit comme une habitude d'être triste et pâle. Il eut de temps en temps 1 ou 2 accès de fièvre, et tout en grandissant toujours un peu, il resta assez délicat et mince de sa personne. Il n'était pas bien soutenu à l'ouvrage, et ce n'était point sa faute, car il savait que le travail lui était bon. Et c'était bien assez d'ennuyer son père par sa tristesse. Il ne voulait pas le fâcher et lui faire tort par sa lâcheté. Il se mettait donc à l'ouvrage et travaillait de colère contre lui-même. Aussi en prenait-il souvent plus qu'il ne pouvait en supporter, et le lendemain, il était si las qu'il ne pouvait plus rien faire. « Ce ne sera jamais un fort ouvrier, disait le père Barbeau, mais il fait ce qu'il peut, et quand il peut, il ne s'épargne même pas assez. C'est pourquoi je ne veux point le mettre chez les autres, car par la crainte qu'il a des reproches et le peu de force que Dieu lui a donné, il se tuerait bien vite, et j'aurais à me le reprocher toute ma vie. » La mère Barbeau goûtait fort ces raisons-là et faisait tout son possible pour égayer Sylvinet. Elle consulta plusieurs médecins sur sa santé, et ils lui dirent les uns qu'il fallait le ménager beaucoup et ne plus lui faire boire que du lait parce qu'il était faible, les autres qu'il fallait le faire travailler beaucoup et lui donner du bon vin parce qu'étant faible, il avait besoin de se fortifier. Et la mère Barbeau ne savait lequel écouter, ce qui arrive toujours quand on prend plusieurs avis. Heureusement que, dans le doute, elle n'en suivit aucun, et que Sylvinet marcha dans la route que le bon Dieu lui avait ouverte, sans y rencontrer de quoi le faire verser à droite ou à gauche. Et il traîna son petit mal, sans être trop foulé, jusqu'au moment où les amours de Landry firent un éclat, et où Sylvinet vit augmenter sa peine de toute celle qui fut faite à son frère. Chapitre 27.
Ce fut la Madelon qui découvrit le pot aux roses, et si elle le fit sans malice, encore en tira-t-elle un mauvais parti. Elle s'était bien consolée de Landry, et n'ayant pas perdu beaucoup de temps à l'aimer, elle n'en avait guère demandé pour l'oublier. Cependant, il lui était resté sur le cœur une petite rancune qui n'attendait que l'occasion pour se faire sentir, tant il est vrai que le dépit chez les femmes dure plus que le regret. Voilà comment la chose arriva. La belle Madelon, qui était renommée pour son air sage et pour ses manières fières avec les garçons, était cependant très coquette en dessous, et pas moitié si raisonnable ni si fidèle dans ses amitiés que le pauvre Grelet, dont on avait si mal parlé et si mal auguré. Ah donc, la Madelon avait déjà eu 2 amoureux, sans compter Landry, et elle se prononçait pour un troisième, qui était son cousin, le fils cadet au père Caillot de la Priche. Elle se prononça si bien qu'étant surveillée par le dernier à qui elle avait donné de l'espérance, et craignant qu'il ne fît un éclat, ne sachant où se cacher pour causer à loisir avec le nouveau, elle se laissa persuader par celui-ci d'aller babiller dans le colombier où justement Landry avait d'honnêtes rendez-vous avec la petite Fadette. Cadet Caillot avait bien cherché la clé de ce colombier, et ne l'avait point trouvée, parce qu'elle était toujours dans la poche de Landry, et il n'avait osé la demander à personne, parce qu'il n'avait pas de bonne raison pour en expliquer la demande, si bien que personne, hormis Landry, ne s'inquiétait de savoir où elle était. Cadet Caillot, songeant qu'elle était perdue, ou que son père la tenait dans son trousseau, ne se gêna pas pour enfoncer la porte, mais le jour où il le fit, Landry et Fadette se trouvaient là, et ces 4 amoureux se trouvèrent bien penauds en se voyant les uns les autres. C'est ce qui les engagea tous également à se taire et à ne rien ébruiter. Mais la Madelon eut comme un retour de jalousie et de colère, en voyant Landry, qui était devenu un des plus beaux garçons du pays et des plus estimés, garder, depuis la Sainte-Andoche, une si belle fidélité à la petite Fadette, et elle forma la résolution de s'en venger. Pour cela, sans en rien confier à Cadet Caillot, qui était honnête homme et ne s'y fut point prêté, elle se fit aider d'1 ou 2 jeunes fillettes de ses amies, lesquelles, un peu dépitées aussi du mépris que Landry paraissait faire d'elles en ne les priant plus jamais à danser, se mirent à surveiller si bien la petite Fadette qu'il ne leur fallut pas grand temps pour s'assurer de son amitié avec Landry. Et sitôt qu'elles les eurent épiées et vues 1 ou 2 fois ensemble, elles en firent grand bruit dans tout le pays, disant à qui voulait les écouter, et Dieu sait si la médisance manque d'oreilles pour se faire entendre et de langue pour se faire répéter, que Landry avait fait une mauvaise connaissance dans la personne de la petite Fadette. Alors, toute la jeunesse femelle s'en mêla. Car lorsqu'un garçon de belle mine et de bon avoir s'occupe d'une personne, c'est comme une injure à toutes les autres, et si l'on peut trouver à mordre sur cette personne-là, on ne s'en fait pas faute. On peut dire aussi que, quand une méchanceté est exploitée par les femmes, elle va vite et loin. Aussi, 15 jours après l'aventure de la tour à Jacquot, sans qu'il fût question de la tour ni de Madelon, qui avait eu bien soin de ne pas se mettre en avant et qui feignait même d'apprendre comme une nouvelle ce qu'elle avait dévoilé la première à la sourdine, tout le monde savait, petits et grands, vieilles et jeunes, les amours de Landry le Besson, avec Fanchon le Grelet. Et le bruit en vint jusqu'aux oreilles de la mère Barbeau, qui s'en affligea beaucoup et n'en voulut point parler à son homme. Mais le père Barbeau l'apprit d'autre part, et Sylvain, qui avait bien discrètement gardé le secret de son frère, eut le chagrin de voir que tout le monde le savait. Or, un soir que Landry songeait à quitter la Bessonnière de bonne heure, comme il avait coutume de faire, son père lui dit, en présence de sa mère, de sa sœur aînée et de son Besson: « Ne sois pas si hâteux de nous quitter, Landry, car j'ai à te parler. Mais j'attends que ton parrain soit ici, car c'est devant ceux de la famille qui s'intéressent le plus à ton sort que je veux te demander une explication. » Et quand le parrain, qui était l'oncle Landriche, fut arrivé, le père Barbeau parla en cette manière: « Ce que j'ai à te dire te donnera un peu de honte, mon Landry. Aussi n'est-ce pas sans un peu de honte moi-même, et sans beaucoup de regret, que je me vois obligé de te confesser devant ta famille. Mais j'espère que cette honte te sera salutaire et te guérira d'une fantaisie qui pourrait te porter préjudice.
Il paraît que tu as fait une connaissance qui date de la dernière Saint-Andoche. Il y aura prochainement 1 an. On m'en a parlé dès le premier jour, car c'était une chose imaginante que de te voir danser tout un jour de fête avec la fille la plus laide, la plus malpropre et la plus malfamée de notre pays. Je n'ai pas voulu y prêter attention, pensant que tu en avais fait un amusement, et je n'approuvais pas précisément la chose, parce que, s'il ne faut pas fréquenter les mauvaises gens, encore ne faut-il pas augmenter leur humiliation et le malheur qu'ils ont d'être haïssables à tout le monde. J'avais négligé de t'en parler, pensant à te voir triste le lendemain, que tu t'en faisais reproche à toi-même, et que tu n'y retournerais plus. Mais voilà que, depuis une semaine environ, j'entends dire bien autre chose. Et encore que ce soit par des personnes dignes de foi, je ne veux point m'y fier, à moins que tu ne me le confirmes. Si je t'ai fait tort en te soupçonnant, tu ne l'imputeras qu'à l'intérêt que je te porte et au devoir que j'ai de surveiller ta conduite. Car si la chose est une fausseté, tu me feras un grand plaisir en me donnant ta parole et en me faisant connaître qu'on t'a desservi à tort dans mon opinion. Mon père, dit Landry, voulez-vous bien me dire de quoi vous m'accusez, et je vous répondrai selon la vérité et le respect que je vous dois. On t'accuse, Landry, je crois te l'avoir suffisamment donné à entendre, d'avoir un commerce malhonnête avec la petite fille de la mère Fadet, qui est une assez mauvaise femme, sans compter que la propre mère de cette malheureuse fille a vilainement quitté son mari, ses enfants et son pays pour suivre les soldats. On t'accuse de te promener de tous les côtés avec la petite Fadette, ce qui me ferait crainte de te voir engagé par elle dans de mauvaises amours, dont toute ta vie tu pourrais avoir à te repentir. Entends-tu à la fin? J'entends bien, mon cher père, répondit Landry. Et souffrez-moi encore une question avant que je vous réponde. Est-ce à cause de sa famille ou seulement à cause d'elle-même que vous regardez la Fanchon Fadette comme une mauvaise connaissance pour moi? C'est sans doute à cause de l'une et de l'autre, reprit le père Barbeau, avec un peu plus de sévérité qu'il n'en avait mise au commencement, car il s'était attendu à trouver Landry bien penaud, et il le trouvait tranquille et comme résolu à tout. C'est d'abord, fit-il, qu'une mauvaise parenté est une vilaine tâche, et que jamais une famille estimée et honorée comme est la mienne ne voudrait faire alliance avec la famille Fadet. C'est ensuite que la petite Fadet, par elle-même, n'inspire d'estime et de confiance à personne. Nous l'avons vue s'élever et nous savons tous ce qu'elle vaut. J'ai bien entendu dire, et je reconnais pour l'avoir vue 2 ou 3 fois, que depuis 1 an elle se tient mieux, ne court plus avec les petits garçons et ne parle mal à personne. Tu vois que je ne veux pas m'écarter de la justice, mais cela ne me suffit pas pour croire qu'une enfant qui a été si mal élevée puisse jamais faire une honnête femme. Et connaissant la grand-mère comme je l'ai connue, j'ai tout lieu de craindre qu'il n'y ait là une intrigue montée pour te soutirer des promesses et te causer de la honte et de l'embarras. On m'a même dit que la petite était enceinte, ce que je ne veux point croire à la légère, mais ce qui me peinerait beaucoup, parce que la chose te serait attribuée et reprochée, et pourrait finir par un procès et du scandale. Landry, qui depuis le premier mot s'était bien promis d'être prudent et de s'expliquer avec douceur, perdit patience. Il devint rouge comme le feu, et se levant, « Mon père, dit-il, ceux qui vous ont dit cela ont menti comme des chiens. Ils ont fait une telle insulte à Fanchon Fadet que si je les tenais là, il faudrait qu'ils eussent à se dédire ou à se battre avec moi, jusqu'à ce qu'il en restât un de nous par terre. Dites-leur qu'ils sont des lâches et des païens, et qu'ils viennent donc me le dire en face, ce qu'ils vous ont insinué en traître, et nous en aurons beau jeu. » « Ne te fâche pas comme cela, Landry, dit Sylvinet, tout abattu de chagrin. Mon père ne t'accuse point d'avoir fait du tort à cette fille, mais il craint qu'elle ne se soit mise dans l'embarras avec d'autres, et qu'elle ne veuille faire croire, en se promenant de jour et de nuit avec toi, que c'est à toi de lui donner une réparation. Chapitre 28. La voix de son Besson adoucit un peu Landry, mais les paroles qu'il disait ne purent passer sans qu'il le relevât. « Frère, dit-il, tu n'entends rien à tout cela.
Tu as toujours été prévenue contre la petite Fadette, et tu ne la connais point. Je m'inquiète bien peu de ce qu'on peut dire de moi, mais je ne souffrirai point ce qu'on dit contre elle, et je veux que mon père et ma mère sachent de moi, pour se tranquilliser, qu'il n'y a point sur la terre 2 filles aussi honnêtes, aussi sages, aussi bonnes, aussi désintéressées que cette fille-là. Si elle a le malheur d'être mal apparentée, elle en a d'autant plus de mérite à être ce qu'elle est, et je n'aurais jamais cru que des âmes chrétiennes puissent lui reprocher le malheur de sa naissance. Vous avez l'air vous-même de me faire un reproche, Landry, dit le père Barbeau, en se levant aussi, pour lui montrer qu'il ne souffrirait pas que la chose allât plus loin entre eux. Je vois à votre dépit que vous en tenez pour cette Fadette plus que je n'aurais souhaité. Puisque vous n'en avez ni honte ni regret, nous n'en parlerons plus. J'aviserai à ce que je dois faire pour vous prévenir d'une étourderie de jeunesse. À cette heure, vous devez retourner chez vos maîtres. Vous ne vous quitterez pas comme ça, dit Sylvinet, en retenant son frère qui commençait à s'en aller. Mon père, voilà Landry qui a tant de chagrin de vous avoir déplu qu'il ne peut rien dire. Donnez-lui son pardon et l'embrassez, car il va pleurer à nuitée, et il serait trop puni par votre mécontentement. Sylvinet pleurait, la mère Barbeau pleurait aussi la sœur aînée et l'oncle Landriche. Il n'y avait que le père Barbeau et Landry qui eussent les yeux secs, mais ils avaient le cœur bien gros, et on les fit s'embrasser. Le père n'exigea aucune promesse, sachant bien que, dans les cas d'amour, ces promesses-là sont chanceuses, et ne voulant point compromettre son autorité. Mais il fit comprendre à Landry que ce n'était point fini, et qu'il y reviendrait. Landry s'en alla courroucé et désolé. Sylvinet eût bien voulu le suivre, mais il n'osa, à cause qu'il présumait bien qu'il allait faire part de son chagrin à la Fadette. Et il se coucha bien triste, que de toute la nuit il ne fit que soupirer et rêver de malheur dans la famille. Landry s'en alla frapper à la porte de la petite Fadette. La mère Fadet était devenue si sourde qu'une fois endormie, rien ne l'éveillait. Et depuis quelque temps, Landry, se voyant découvert, ne pouvait causer avec Fanchon que le soir dans la chambre où dormaient la vieille et le petit Jeannet. Et là encore, il risquait gros, car la vieille sorcière ne pouvait pas le souffrir et lui fait sortir avec des coups de balai bien plutôt qu'avec des compliments. Landry raconta sa peine à la petite Fadette et la trouva grandement soumise et courageuse. D'abord, elle essaya de lui persuader qu'il ferait bien, dans son intérêt à lui, de reprendre son amitié et de ne plus penser à elle. Mais quand elle vit qu'il s'affligeait et se révoltait de plus en plus, elle l'engagea à l'obéissance en lui donnant à espérer du temps à venir. « Écoute, Landry, lui dit-elle, j'avais toujours eu prévoyance de ce qui nous arrive, et j'ai souvent songé à ce que nous ferions, le cas échéant. Ton père n'a point de tort, et je ne lui en veux pas, car c'est par grande amitié pour toi qu'il craint de te voir épris d'une personne aussi peu méritante que je le suis. Je lui pardonne donc un peu de fierté et d'injustice à mon endroit, car nous ne pouvons pas disconvenir que ma première petite jeunesse a été folle, et toi-même me l'as reproché le jour où tu as commencé à m'aimer. Si depuis 1 an je me suis corrigée de mes défauts, ce n'est pas assez de temps pour qu'il y prenne confiance, comme il te l'a dit aujourd'hui. Il faut donc que le temps passe encore là-dessus, et peu à peu, les préventions qu'on avait contre moi s'en iront. Les vilains mensonges qu'on fait à présent tomberont d'eux-mêmes. Ton père et ta mère verront bien que je suis sage et que je ne veux pas te débaucher, ni te tirer de l'argent. Ils rendront justice à l'honnêteté de mon amitié, et nous pourrons nous voir et nous parler sans nous cacher de personne. Mais en attendant, il faut que tu obéisses à ton père, qui, j'en suis certaine, va te défendre de me fréquenter. Jamais je n'aurai ce courage-là, dit Landry. J'aimerais mieux me jeter dans la rivière. Eh bien, si tu ne l'as pas, je l'aurai pour toi, dit la petite Fadette. Je m'en irai, moi. Je quitterai le pays pour un peu de temps. Il y a déjà 2 mois qu'on m'offre une bonne place en ville. Voilà ma grand-mère, si sourde et si âgée qu'elle ne s'occupe presque plus de faire et de vendre ses drogues, et qu'elle ne peut plus donner ses consultations. Elle a une parente très bonne qui lui offre de venir demeurer avec elle, et qui la soignera bien, ainsi que mon pauvre Sauteriot.
La petite Fadette eut la voix coupée, un moment, par l'idée de quitter cet enfant, qui était, avec Landry, ce qu'elle aimait le plus au monde. Mais elle reprit courage et dit « À présent, il est assez fort pour se passer de moi. Il va faire sa première communion, et l'amusement d'aller au catéchisme avec les autres enfants le distraira du chagrin de mon départ. Tu dois avoir observé qu'il est devenu assez raisonnable, et que les autres garçonnets ne le font plus guère enrager. Enfin, il le faut, vois-tu, Landry. Il faut qu'on m'oublie un peu. Car il y a à cette heure une grande colère et une grande jalousie contre moi dans le pays. Quand j'aurai passé un an ou deux au loin, et que je reviendrai avec de bons témoignages et une bonne renommée, laquelle j'acquerrai plus aisément ailleurs qu'ici, on ne nous tourmentera plus, et nous serons meilleurs amis que jamais. » Landry ne voulut pas écouter cette proposition-là. Il ne fit que se désespérer, et s'en retourna à la Priche dans un état qui aurait fait pitié au plus mauvais cœur. 2 jours après, comme il menait la cuve pour la vendange, Cadet Caillot lui dit « Je vois, Landry, que tu m'en veux, et que depuis quelque temps tu ne me parles pas. Tu crois sans doute que c'est moi qui ai ébruité tes amours avec la petite Fadette, et je suis fâché que tu puisses croire une pareille vilainie de ma part. Aussi vrai que Dieu est au ciel, jamais je n'en ai soufflé un mot, et mêmement c'est un chagrin pour moi qu'on t'ait causé ces ennuis-là, car j'ai toujours fait grand cas de toi, et jamais je n'ai fait injure à la petite Fadette. Je puis même dire que j'ai de l'estime pour cette fille, depuis ce qui nous est arrivé au Colombier, dont elle aurait pu bavarder pour sa part, et dont jamais personne n'a rien su, tant elle a été discrète. Elle aurait pu s'en servir pourtant, à seule fin de tirer vengeance de la Madelon, qu'elle sait bien être l'auteur de tous ces caquets, mais elle ne l'a point fait, et je vois, Landry, qu'il ne faut point se fier aux apparences et aux réputations. La Fadette, qui passait pour méchante, a été bonne. La Madelon, qui passait pour bonne, a été bien traître, non seulement envers la Fadette et envers toi, mais encore avec moi, qui pour l'heure ai grandement à me plaindre de sa fidélité. » Landry accepta de bon cœur les explications de Cadet Caillot, et celui-ci le consola de son mieux de son chagrin. « On t'a fait bien des peines, mon pauvre Landry, » lui dit-il en finissant. « Mais tu dois t'en consoler par la bonne conduite de la petite Fadette. C'est bien à elle de s'en aller, pour faire finir le tourment de ta famille, et je viens de le lui dire à elle-même en lui faisant mes adieux au passage. »« Qu'est-ce que tu me dis là, Cadet ?» s'exclama Landry. « Elle s'en va ? Elle est partie ?» ?»« Ne le savais-tu pas ?» dit Cadet. « Je pensais que c'était chose convenue entre vous, et que tu ne la conduisais point pour n'être pas blâmée. Mais elle s'en va, pour sûr. Elle a passé au droit de chez nous il n'y a pas plus d'un quart d'heure, et elle avait son petit paquet sous le bras. Elle allait à Châteaumeillan, et à cette heure elle n'est pas plus loin que Vieilleville, ou bien la côte d'Urmont. » Landry laissa son aiguillon à côté au frontal de ses bœufs, prit sa course et ne s'arrêta que quand il eut rejoint la petite Fadette, dans le chemin de sable qui descend des vignes d'Urmont à la Fremelaine. Là, tout épuisé par le chagrin et la grande hâte de sa course, il tomba en travers du chemin, sans pouvoir lui parler, mais en lui faisant connaître par signe qu'elle aurait à marcher sur son corps avant de le quitter. Quand il se fut un peu remis, la Fadette lui dit « Je voulais t'épargner cette peine, mon cher Landry, et voilà que tu fais tout ce que tu peux pour m'ôter le courage. Sois donc un homme, et ne m'empêche pas d'avoir du cœur. Il m'en faut plus que tu ne penses, et quand je songe que mon pauvre petit Jeannet me cherche et crie après moi à cette heure, je me sens si faible que pour un rien je me casserai la tête sur ces pierres. Ah, je t'en prie, Landry, aide-moi, au lieu de me détourner de mon devoir, car si je ne m'en vas pas aujourd'hui, je ne m'en irai jamais, et nous serons perdus. » »« Fanchon, tu n'as pas besoin d'un grand courage, » répondit Landry. « Tu ne regrettes qu'un enfant qui se consolera bientôt, parce qu'il est enfant. Tu ne te soucies pas de mon désespoir, tu ne connais pas ce que c'est que l'amour. Tu n'en as point pour moi, et tu vas m'oublier vite, ce qui fait que tu ne reviendras peut-être jamais. »« Je reviendrai, Landry. Je prends Dieu à témoin que je reviendrai, dans 1 an au plus tôt, dans 2 ans au plus tard, et que je t'oublierai si peu que je n'aurai jamais d'autre ami ni d'autre amoureux que toi.
D'autres amis, c'est possible, Fanchon, parce que tu n'en retrouveras jamais un qui te soit soumis comme je le suis. Mais d'autres amoureux, je n'en sais rien. Qui peut m'en répondre? C'est moi qui t'en réponds. Tu n'en sais rien toi-même, Fadette, tu n'as jamais aimé. Et quand l'amour te viendra, tu ne te souviendras guère de ton pauvre Landry. Ah, si tu m'avais aimé de la manière dont je t'aime, tu ne me quitterais pas comme ça. Tu crois, Landry? Dit la petite Fadette, en le regardant d'un air triste et bien sérieux. Peut-être bien que tu ne sais ce que tu dis. Moi, je crois que l'amour me commanderait encore plus que ce que l'amitié me fait faire. Eh bien, si c'était l'amour qui te commande, je n'aurais pas tant de chagrin. Ah oui, Fanchon, si c'était l'amour, je crois quasiment que je serais heureux dans mon malheur. J'aurais de la confiance dans ta parole et de l'espérance dans l'avenir. J'aurais le courage que tu as, vrai. Mais ce n'est pas de l'amour. Tu me l'as dit bien des fois. Et je l'ai vu, à ta grande tranquillité, à côté de moi. Ainsi? Tu crois que ce n'est pas l'amour? Dit la petite Fadette. Tu en es bien assurée? Et, le regardant toujours, ses yeux se remplirent de larmes qui tombèrent sur ses joues, tandis qu'elle souriait d'une manière bien étrange. Ah, mon Dieu, mon bon Dieu, s'écria Landry, en la prenant dans ses bras. Si je pouvais m'être trompée. Moi, je crois bien que tu t'es trompée, en effet, répondit la petite Fadette, toujours souriant et pleurant. Je crois bien que depuis l'âge de 13 ans, le pauvre Grelet a remarqué Landry et n'en a jamais remarqué d'autre. Je crois bien que quand elle le suivait par les champs et par les chemins, en lui disant des folies et des taquineries pour le forcer à s'occuper d'elle, elle ne savait point encore ce qu'elle faisait, ni ce qui la poussait vers lui. Je crois bien que quand elle s'est mise un jour à la recherche de Sylvinet, sachant que Landry était dans la peine, et qu'elle l'a trouvé au bord de la rivière tout pensif, avec un petit agneau sur ses genoux, elle a fait un peu la sorcière avec Landry, afin que Landry fût forcé à lui en avoir de la reconnaissance. Je crois bien que quand elle l'a injurié au guet des roulettes, c'est parce qu'elle avait du dépit et du chagrin de ce qu'il ne lui avait jamais parlé depuis. Je crois bien que quand elle a voulu danser avec lui, c'est parce qu'elle était folle de lui et qu'elle espérait lui plaire par sa jolie danse. Je crois bien que quand elle pleurait dans la carrière du Chaumois, c'était pour le repentir et la peine de lui avoir déplu. Je crois bien aussi que quand il voulait l'embrasser et qu'elle s'y refusait, quand il lui parlait d'amour et qu'elle lui répondait en paroles d'amitié, c'était par la crainte qu'elle avait de perdre cet amour-là en le contentant trop vite. Enfin, je crois que si elle s'en va, en se déchirant le cœur, c'est par l'espérance qu'elle a de revenir digne de lui dans l'esprit de tout le monde, et de pouvoir être sa femme, sans désoler et sans humilier sa famille. Cette fois, Landry crut qu'il deviendrait tout à fait fou. Il riait, il criait et il pleurait. Et il embrassait Fanchon sur ses mains, sur sa robe, et il l'eût embrassée sur ses pieds si elle avait voulu le souffrir. Mais elle le releva et lui donna un vrai baiser d'amour dont il faillit mourir, car c'était le premier qu'il eût jamais reçu d'elle, ni d'aucune autre. Et du temps qu'il en tombait comme pâmé sur le bord du chemin, elle ramassa son paquet, toute rouge et confuse qu'elle était, et se sauva en lui défendant de la suivre et en lui jurant qu'elle reviendrait. Chapitre 29. Landry se soumit et revint à la vendange, bien surpris de ne pas se trouver malheureux comme il s'y était attendu, tant c'est une grande douceur de se savoir aimer, et tant la foi est grande quand on aime grandement. Il était si étonné et si aise qu'il ne put se défendre d'en parler à Cadet Caillot, lequel s'étonna aussi et admira la petite Fadette pour avoir si bien su se défendre de toute faiblesse et de toute imprudence, depuis le temps qu'elle aimait Landry et qu'elle en était aimée. « Je suis content de voir, lui dit-il, que cette fille-là a tant de qualités, car pour mon compte, je ne l'ai jamais mal jugée,
Et je peux même dire que si elle avait fait attention à moi, elle ne m'aurait point déplu, à cause des yeux qu'elle a. Elle m'a toujours semblé plus belle que laide, et depuis un certain temps, tout le monde aurait bien pu voir, si elle avait voulu plaire, qu'elle devenait chaque jour plus agréable. Mais elle t'aimait uniquement, Landry, et se contentait de ne point déplaire aux autres. Elle ne cherchait d'autre approbation que la tienne, et je te réponds qu'une femme de ce caractère-là m'aurait bien convenu. D'ailleurs, si petite et si enfant que je l'ai connue, j'ai toujours considéré qu'elle avait un grand cœur, et si l'on allait demander à chacun de dire en conscience et en vérité ce qu'il pense et ce qu'il en sait, chacun serait obligé de témoigner pour elle. Mais le monde est fait comme cela, que quand 2 ou 3 personnes se mettent après une autre, toutes s'en mêlent, lui jettent la pierre et lui font une mauvaise réputation sans trop savoir pourquoi. Et comme si c'était pour le plaisir d'écraser qui ne peut se défendre. Landry trouvait un grand soulagement à entendre raisonner Cadet Caillot de la sorte, et depuis ce jour-là, il lui fit une grande amitié avec lui et se consola un peu de ses ennuis en les lui confiant. Et mêmement, il lui dit un jour « Ne pense plus à cette Madelon, qui ne vaut rien et qui nous a fait des peines à tous deux, mon brave Cadet. Tu es de même âge et rien ne te presse de te marier. Or, moi, j'ai une petite sœur, Nanette, qui est jolie comme un cœur, qui est bien élevée, douce, mignonne, et qui prend 16 ans. Viens nous voir un peu plus souvent. Mon père t'estime beaucoup, et quand tu connaîtras bien notre Nanette, tu verras que tu n'auras pas de meilleure idée que celle de devenir mon beau-frère. » « Ma foi, je ne dis pas non, » répondit Cadet. « Et si la fille n'est point accordée par ailleurs, j'irai chez toi, tous les dimanches. » Le soir du départ de Fanchon-Fadet, Landry voulut aller voir son père pour lui apprendre l'honnête conduite de cette fille qu'il avait mal jugée, et en même temps pour lui faire, sous toute réserve quant à l'avenir, ses soumissions quant au présent. Il eut le cœur bien gros en passant devant la maison de la mère Fadet, mais il s'arma d'un grand courage en se disant que sans le départ de Fanchon, il n'aurait peut-être pas su de longtemps le bonheur qu'il avait d'être aimé d'elle. Et il vit la mère Fanchette, qui était la parente et la marraine à Fanchon, laquelle était venue pour soigner la vieille et le petit à sa place. Elle était assise devant la porte, avec le sauteriot sur ses genoux. Le pauvre Jeannet pleurait et ne voulait point aller au lit, parce que sa Fanchon n'était point encore rentrée, disait-il, et que c'était à elle à lui faire dire ses prières et à le coucher. La mère Fanchette le réconfortait de son mieux, et Landry entendit avec plaisir qu'elle lui parlait avec beaucoup de douceur et d'amitié. Mais sitôt que le sauteriot vit passer Landry, il s'échappa des mains de la Fanchette, au risque d'y laisser une de ses pattes, et courut se jeter dans les jambes du Besson, l'embrassant et le questionnant, et le conjurant de lui ramener sa Fanchon. Landry le prit dans ses bras, et tout en pleurant, le consola comme il le put. Il voulut lui donner une grappe de beaux raisins qu'il portait dans un petit panier, de la part de la mère Caillot à la mère Barbeau. Mais Jeannet, qui était d'habitude assez gourmand, ne voulut rien, sinon que Landry lui promettrait d'aller quérir sa Fanchon, et il fallut que Landry le lui promît en soupirant, sans quoi il ne se fut point soumis à la Fanchette. Le père Barbeau ne s'attendait guère à la grande résolution de la petite Fadette. Il en fut content, mais il eut comme du regret de ce qu'elle avait fait, tant il était homme juste et de bon cœur. « Je suis fâché, Landry, dit-il, que tu n'aies pas eu le courage de renoncer à la fréquenter. Si tu avais agi selon ton devoir, tu n'aurais pas été la cause de son départ. Dieu veuille que cet enfant n'ait pas à souffrir dans sa nouvelle condition, et que son absence ne fasse pas de tort à sa grand-mère et à son petit frère. Car s'il y a beaucoup de gens qui disent du mal d'elle, il y en a aussi quelques-uns qui la défendent et qui m'ont assuré qu'elle était très bonne et très serviable pour sa famille. Si ce qu'on m'a dit qu'elle est enceinte est une fausseté, nous le saurons bien, et nous la défendrons comme il faut. Si par malheur c'est vrai, et que tu en sois coupable, Landry, nous l'assisterons, et ne la laisserons pas tomber dans la misère. Que tu ne l'épouses jamais, Landry. Voilà tout ce que j'exige de toi. » « Mon père, dit Landry, nous jugeons la chose différemment, vous et moi. Si j'étais coupable de ce que vous pensez, je vous demanderais au contraire votre permission pour l'épouser.
Mais comme la petite Fadette est aussi innocente que ma sœur Nanette, je ne vous demande rien encore que de me pardonner le chagrin que je vous ai causé. Nous parlerons d'elle plus tard, ainsi que vous me l'avez promis. » Il fallut bien que le père Barbeau en passât par cette condition de ne pas insister davantage. Il était trop prudent pour brusquer les choses et se devait tenir pour content ce qu'il avait obtenu. Depuis ce moment-là, il ne fut plus question de la petite Fadette à la Bessonnière. On évita même de la nommer, car Landry devenait rouge et tout aussitôt pâle, quand son nom échappait à quelqu'un devant lui, et il était bien aisé de voir qu'il ne l'avait pas plus oublié qu'au premier jour. Chapitre 30. D'abord, Sylvinet eut comme un contentement d'égoïste en apprenant le départ de la Fadette, et il se flatta que dorénavant son Besson n'aimerait que lui et ne le quitterait plus pour personne. Mais il n'en fut point ainsi. Sylvinet était bien ce que Landry aimait le mieux au monde, après la petite Fadette. Mais il ne pouvait se plaire longtemps dans sa société, parce que Sylvinet ne voulut point se départir de son aversion pour Fanchon. Aussitôt que Landry essayait de lui en parler et de le mettre dans ses intérêts, Sylvinet s'affligeait, lui faisait reproche de s'obstiner dans une idée si répugnante à leurs parents et si chagrinante pour lui-même. Landry, dès lors, ne lui en parla plus. Mais comme il ne pouvait pas vivre sans en parler, il partageait son temps entre Cadet Caillot et le petit Jeannet, qu'il emmenait promener avec lui, à qui il faisait répéter son catéchisme et qui l'instruisait et consolait de son mieux. Et quand on le rencontrait avec cet enfant, on se fût moqué de lui, si l'on eût osé. Mais outre que Landry ne se laissait jamais bafouer en quoi que ce soit, il était plutôt fier que honteux de montrer son amitié pour le frère de Fanchon Fadet. Et c'est par là qu'il protestait contre le dire de ceux qui prétendaient que le père Barbeau, dans sa sagesse, avait bien vite eu raison de cet amour-là. Sylvinet, voyant que son frère ne revenait pas autant à lui qu'il l'aurait souhaité, et se trouvant réduit à porter sa jalousie sur le petit Jeannet et sur Cadet Caillot, voyant d'un autre côté que sa sœur Nanette, laquelle, jusqu'alors, l'avait toujours consolé et réjoui par des soins très doux et des attentions mignardes, commençait à se plaire beaucoup dans la société de ce même Cadet Caillot, dont les deux familles approuvaient fort l'inclination. Le pauvre Sylvinet, dont la fantaisie était de posséder à lui tout seul l'amitié de ceux qu'il aimait, tomba dans un ennui mortel, dans une langueur singulière, et son esprit se rembrunit si fort qu'on ne savait par où le prendre pour le contenter. Il ne riait plus jamais, il ne prenait goût à rien, il ne pouvait plus guère travailler, tant il se consumait et s'affaiblissait. Enfin, on craignit pour sa vie, car la fièvre ne le quittait presque plus. Et quand il l'avait un peu plus que d'habitude, il disait des choses qui n'avaient pas grand raison et qui étaient cruelles pour le cœur de ses parents. Il prétendait n'être aimé de personne, lui qu'on avait toujours choyé et gâté plus que tous les autres dans la famille. Il souhaitait la mort, disant qu'il n'était bon à rien, qu'on l'épargnait par compassion de son état, mais qu'il était une charge pour ses parents, et que la plus grande grâce que le bon Dieu pût leur faire, ce serait de les débarrasser de lui. Quelquefois le père Barbeau, entendant ces paroles peu chrétiennes, l'en blâmait avec sévérité. Cela n'amenait rien de bon. D'autres fois, le père Barbeau le conjurait, en pleurant, de mieux reconnaître son amitié. C'était encore pire. Sylvinet pleurait, se repentait, demandait pardon à son père, à sa mère, à son Besson, à toute sa famille. Et la fièvre revenait, plus forte, après qu'il avait donné cours à la trop grande tendresse de son cœur malade. On consulta les médecins à nouveau. Ils ne conseillèrent pas grand-chose. On vit à leur mine qu'ils jugeaient que tout le mal venait de cette bessonnerie, qui devait tuer l'un ou l'autre, le plus faible des deux conséquemment. On consulta aussi la baigneuse de Clavière, la femme la plus savante du canton, après la Sagette, qui était morte, et la mère Fadet, qui commençait à tomber en enfance. Cette femme habile répondit à la mère Barbeau. « Il n'y aurait qu'une chose pour sauver votre enfant, c'est qu'il aima les femmes. » « Et justement, il ne peut les souffrir, dit la mère Barbeau. Jamais on n'a vu un garçon si fier et si sage, et depuis le moment où son Besson s'est mis l'amour en tête,
Il n'a fait que dire du mal de toutes les filles que nous connaissons. Il les blâme toutes de ce qu'une d'entre elles, et malheureusement ce n'est pas la meilleure, lui a enlevé, comme il prétend, le cœur de son besson. Mais bien, dit la baigneuse, qui avait un grand jugement sur toutes les maladies du corps et de l'esprit. Votre fils Sylvinet, le jour où il aimera une femme, l'aimera encore plus follement qu'il n'aime son frère. Je vous prédis cela. Il a une surabondance d'amitié dans le cœur, et pour l'avoir toujours porté sur son besson, il a oublié quasiment son sexe. Et en cela, il a manqué à la loi du bon Dieu, qui veut que l'homme chérisse une femme plus que père et mère, plus que frère et sœur. Consolez-vous, pourtant. Il n'est pas possible que la nature ne lui parle pas bientôt, quelque retardé qu'il soit dans cette idée-là. Et la femme qu'il aimera, qu'elle soit pauvre, ou laide, ou méchante, n'hésitez point à la lui donner en mariage, car selon toute apparence, il n'en aimera pas deux en sa vie. Son cœur a trop d'attache pour cela, et s'il faut un grand miracle de nature pour qu'il se sépare un peu de son besson, il en faudra un encore plus grand pour qu'il se séparât de la personne qu'il viendrait à lui préférer. La vie de la baigneuse parut fort sage au père Barbeau, et il essaya d'envoyer Sylvinet dans les maisons où il y avait de belles et bonnes filles à marier. Mais quoique Sylvinet fût joli garçon et bien élevé, son air indifférent et triste ne réjouissait pas le cœur des filles. Elles ne lui faisaient aucune avance, et lui, qui était si timide, il s'imaginait, à force de les craindre, qu'il les détestait. Le père Caillot, qui était le grand ami et un des meilleurs conseils de la famille, ouvrit alors un autre avis. « Je vous ai toujours dit, fit-il, que l'absence était le meilleur remède. Voyez Landry. Il devenait insensé pour la petite Fadette, et pourtant, la petite Fadette partie, il n'a perdu ni la raison ni la santé. Il est même moins triste qu'il ne l'était souvent, car nous avions observé cela et nous n'en savions point la cause. À présent, il paraît tout à fait raisonnable et soumis. Il en serait de même de Sylvinet, si pendant 5 ou 6 mois il ne voyait point du tout son frère. Je vas vous dire le moyen de les séparer tout doucement. Ma ferme de la Priche va bien. Mais en revanche, mon propre bien, qui est du côté d'Arton, va au plus mal, à cause que, depuis environ 1 an, mon colon est malade et ne peut se remettre. Je ne veux point le mettre au dehors, parce qu'il est un véritable homme de bien. Mais si je pouvais lui envoyer un bon ouvrier pour l'aider, il se remettrait, vu qu'il n'est malade que de fatigue et de trop grand courage. Si vous y consentez, j'enverrai donc Landry passer dans mon bien le reste de la saison. Nous le ferons partir sans dire à Sylvinet que c'est pour longtemps. Nous lui dirons au contraire que c'est pour 8 jours. Et puis, les 8 jours passés, on lui parlera de 8 autres jours, et toujours ainsi, jusqu'à ce qu'il y soit accoutumé. Suivez mon conseil, au lieu de flatter toujours la fantaisie d'un enfant que vous avez trop épargné et rendu trop maître chez vous. » Le père Barbeau inclinait à suivre ce conseil, mais la mère Barbeau s'en effraya. Elle craignait que ce fût pour Sylvinet le coup de la mort. Il fallut transiger avec elle. Elle demandait qu'on fît d'abord l'essai de garder Landry 15 jours à la maison, pour savoir si son frère, le voyant à toute heure, ne se guérirait point. S'il empirait, au contraire, elle se rendrait à l'avis du père Caillot. Ainsi fut fait. Landry vint de bon cœur passer le temps requis à la Bessonnière, et on l'y fit venir sous le prétexte que son père avait besoin d'aide pour battre le reste de son blé, Sylvinet ne pouvant plus travailler. Landry mit tous ses soins et toute sa bonté à rendre son frère content de lui. Il le voyait à toute heure, il couchait dans le même lit, il le soignait comme s'il eût été un petit enfant. Le premier jour, Sylvinet fut bien joyeux. Mais le second, il prétendit que Landry s'ennuyait avec lui. Et Landry ne put lui ôter cette idée. Le troisième jour, Sylvinet fut en colère, parce que le sauteriot vint voir Landry, et que Landry n'eut point le courage de le renvoyer. Enfin, au bout de la semaine, il y fallut renoncer, car Sylvinet devenait de plus en plus injuste, exigeant et jaloux de son ombre. Alors, on pensa à mettre à exécution l'idée du père Caillot, et encore que Landry n'eût guère d'envie d'aller à Arton parmi des étrangers, lui qui aimait tant son endroit, son ouvrage, sa famille et ses maîtres, il se soumit à tout ce qu'on lui conseilla de faire, dans l'intérêt de son frère. Chapitre 31.
Cette fois, Sylvinet manqua mourir le premier jour. Mais le second, il fut plus tranquille. Et le troisième, la fièvre le quitta. Il prit de la résignation d'abord et de la résolution ensuite. Et au bout de la première semaine, on reconnut que l'absence de son frère lui valait mieux que sa présence. Il trouvait, dans le raisonnement que sa jalousie lui faisait en secret, un motif pour être quasi satisfait du départ de Landry. Au moins, se disait-il, dans l'endroit où il va, et où il ne connaît personne, il ne fera pas tout de suite de nouvelles amitiés. Il s'ennuiera un peu, il pensera à moi, et me regrettera. Et quand il reviendra, il m'aimera davantage. Il y avait déjà 3 mois que Landry était absent, et environ 1 an que la petite Fadette avait quitté le pays, lorsqu'elle y revint tout d'un coup, parce que sa grand-mère était tombée en paralysie. Elle la soigna d'un grand cœur et d'un grand zèle. Mais l'âge est la pire des maladies, et au bout de 15 jours, la mère Fadet rendit l'âme sans y songer. 3 jours après, ayant conduit au cimetière le corps de la pauvre vieille, ayant rangé la maison, déshabillé et couché son frère, et embrassé sa bonne marraine qui s'était retirée pour dormir dans l'autre chambre, la petite Fadette était assise bien tristement devant son petit feu, qui n'envoyait guère de clarté, et elle écoutait chanter le grelais de sa cheminée, qui semblait lui dire « Grelais, grelais, petit grelais, toute Fadette a son fadet. » La pluie tombait et grésillait sur le vitrage, et Fanchon pensait à son amoureux lorsqu'on frappa à la porte, et une voix lui dit « Fanchon Fadet, êtes-vous là? Et me reconnaissez-vous » Elle ne fut point engourdie pour aller ouvrir, et grande fut sa joie en se laissant serrer sur le cœur de son ami Landry. Landry avait eu connaissance de la maladie de la grand-mère et du retour de Fanchon. Il n'avait pu résister à l'envie de la voir, et il venait à la nuit pour s'en aller avec le jour. Ils passèrent donc toute la nuit à causer au coin du feu, bien sérieusement et bien sagement, car la petite Fadette rappelait à Landry que le lit où sa grand-mère avait rendu l'âme était à peine refroidi, et que ce n'était l'heure ni l'endroit pour s'oublier dans le bonheur. Mais malgré leur bonne résolution, ils se sentirent bien heureux d'être ensemble et de voir qu'ils s'aimaient plus qu'ils ne s'étaient jamais aimés. Comme le jour approchait, Landry commença pourtant à perdre courage, et il priait Fanchon de le cacher dans son grenier pour qu'il pût encore la voir la nuit suivante. Mais comme toujours, elle le ramena à la maison. Elle lui fit entendre qu'ils n'étaient plus séparés pour longtemps, car elle était résolue à rester au pays. « J'ai pour cela, lui dit-elle, des raisons que je te ferai connaître plus tard, et qui ne nuiront pas à l'espérance que j'ai de notre mariage. Va achever le travail que ton maître t'a confié, puisque, selon ce que ma marraine m'a conté, il est utile à la guérison de ton frère qu'il ne te voie pas encore de quelque temps. Il n'y a que cette raison-là qui puisse me décider à te quitter, répondit Landry, car mon pauvre Besson m'a causé bien des peines, et je crains qu'il ne m'en cause encore. Toi qui es si savante, Fanchonnette, tu devrais bien trouver un moyen de le guérir. Je n'en connais pas d'autre que le raisonnement, répondit-elle, car c'est son esprit qui rend son corps malade, et qui pourrait guérir l'un, guérirait l'autre. Mais il a tant d'aversion pour moi, que je n'aurai jamais l'occasion de lui parler, et de lui donner des consolations. Et pourtant tu as tant d'esprit, Fadette, tu parles si bien, tu as un don si particulier pour persuader ce que tu veux, quand tu en prends la peine, que si tu lui parlais seulement 1 heure, il en ressentirait l'effet. Essaie-le, je te le demande. Ne te rebute pas de sa fierté et de sa mauvaise humeur. Oblige-le à t'écouter. Fais cet effort-là pour moi, ma Fanchon, et pour la réussite de nos amours aussi, car l'opposition de mon père ne sera pas le plus petit de nos empêchements. Fanchon promit, et ils se quittèrent après s'être répété plus de 200 fois qu'ils s'aimaient et s'aimeraient toujours. Bonjour et bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain et dans cet avant-dernier vlog lecture sur la petite Fadette de George Sand. Pour ceux qui me regardent en vidéo, je viens de découvrir un effet, mais de fou. Alors attention, regardez. En fait, j'ai une petite lampe qu'on peut diriger. Donc là, elle est juste
posée sur le bureau. Et là, où là, elle m'éclaire, je l'ai braquée sur une bouteille d'eau. Un tips peut-être pour avoir du reflet en fait, pour refléter la lumière sur mon visage et avoir bonne mine. Mais bref, on s'en fiche. Donc, je les trouve trop touchants, Fadette et Landry. Ils sont, on sent encore qu'ils sont jeunes, hein, je crois qu'ils ont 18 ans par là. Et... Mais je les trouve vraiment trop touchants, c'est tellement mignon comme histoire. Oh, j'adore. Non mais c'est vraiment excellent, hein. Et je trouve que George Sand, elle a... Donc, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, les chapitres sont plutôt courts. Je me rends pas compte comment ça fait... Enfin, quelle taille ces chapitres-là auraient dans un livre de poche, parce que je lis sur du numérique, donc des fois j'ai des chapitres qui font enfin 2 pages et demie. Mais moi je me rends compte en fait à l'enregistrement que bah, des fois un chapitre qui fait moins de 5 minutes d'enregistrement, c'est vachement court. Donc je vous affirme, bah, c'est vachement court, parce que c'est pas souvent en fait que en 1 heure j'en lise 7 quoi. Et encore, je suis même pas sûre que ce soit 1 heure là. Peut-être dans du 3/4 d'heure, 50 minutes. Ben, ce qui est pas. Enfin bref. Et je trouve que, en fait, genre, j'ai l'impression que dans ce roman-là, on est sur une histoire qui est plutôt courte. On n'a pas tant que ça de personnages au final, parce il y a papa, maman, Barbeau, qui viennent de temps en temps. Il y a Landry et Sylvinet. Donc évidemment, les héros, c'est Landry et Fadette, hein, on est d'accord. Mais il y a Landry et Sylvinet. Il y a le père Caillot, donc chez qui Landry est placé pour travailler dans sa ferme. Donc il y a Cadet Caillot, donc le petit jeune qui ça me fait marrer, qui s'appelle Cadet. Cadet comme un cadet. Cadet, cadette. Ça- je sais pas quoi. Ça me fait penser enfin, à un autre truc avec Cadet. Cadet. C'est une chanson. Si vous le trouvez, vous pouvez me le dire en commentaire. Cadet Roussel. Ça fait penser au Cadet Roussel. Je sais plus du tout ce que c'est le Cadet Roussel. Mais bref, ça me fait marrer. Donc il y a Madelon. Là, je cite les personnages qui sont nommés. Donc il y avait la grand-mère Fadé. Il y avait le Sauterio qui parle un petit peu de temps en temps et qui est bien indiqué. Et sinon, ma foi, j'ai l'impression que j'ai déjà cité les personnages principaux et secondaires là-dedans. Il y a la petite Fadette évidemment. Mais sinon, c'est des personnages très tertiaires. Et je pense que je pense pourtant que ce sont des personnages qui sont vachement bien caractérisés. Je trouve que le travail, là, il est très bien fait, par exemple, pour Sylvinet. Donc Sylvinet, il est agaçant. Honnêtement, il m'agace un petit peu parce qu'il est très, très égocentrique. Tout le monde tourne autour de lui. Et c'est très bien décrit la manière dont elle dit que, je sais plus comment elle l'avait dit, mais que quand il a une amitié pour quelqu'un, en fait, il veut l'exclusivité. Il veut que l'amour de sa mère pour lui soit le seul et l'unique. Il veut que l'amour pour son frère, etc., soit le seul et l'unique. Et en fait, il a vraiment un mode de fonctionnement qui fait défaut, qui n'est pas bon et qui n'est pas bon pour lui parce que c'est pas bon pour son moral, parce qu'il attend trop de choses des gens qui ne lui donnent jamais, donc il est malheureux. Il est pas méchant, hein, je pense pas. Il est pas méchant. Madelon, c'est une connasse. Mais il est vraiment pas méchant. Et alors, je le plains pas, parce que honnêtement, alors, ouais, je le plains pas parce il est quand même très égocentrique, mais souvenez-vous aussi du début du bouquin. Landry avait été assez rapidement désigné comme le jumeau le plus fort et Sylvinet comme celui qui était plus faible. Il était dans les jupes à sa maman, tout ça. C'est une grossesse tardive parce que la mère Barbeau était déjà âgée alors qu'elle aura encore Nanette ensuite. Et
Et souvenez-vous aussi quand il avait été question de placer un des jumeaux pour qu'il aille travailler en fait à la ferme d'à côté. Donc elle, c'était non, pas mon Sylvinet en gros. Et en fait, il est très dépendant des autres, Sylvinet. Je le plains toujours pas, hein. Je le trouve agaçant en fait. Il est égoïste. Mais il n'est pas égoïste parce qu'il pense pas aux autres. Je pense pas. Je pense qu'il pense quand même un peu aux autres, hein. Il est égoïste parce que quelque part il a été éduqué comme ça aussi. Que maman elle l'a couvé à mort et que quand il faisait quand il était malade parce qu'il se rendait malade etc., il y a un peu toute la ferme Barbeau qui s'arrêtait et qui se concentrait autour de lui. C'est quand même quelqu'un qui est aimé et quand il est malade les gens s'arrêtent pour aller s'occuper de lui, donc il est aimé. Enfin, il n'est pas laissé à cadet dans un fossé, quoi. Et je trouve que c'est un personnage intéressant parce qu'en fait, c'est vraiment des fausses croyances qui le mènent et qui le rendent malheureux. Et elle a tout à fait raison, Fadette, en disant, bah en fait, faut aller discuter avec lui, quoi. On va lui mettre les choses au point. Bon, je pense qu'elle va pas, je pense pas que ça va être taper du poing sur la table, du genre secoue-toi les fesses et puis etc. Et quelque part, le conseil de l'autre dame, là, la baigneuse, euh, je pense que c'est une nana qui devait aussi accoucher les femmes. Parce que l'autre dame, la sagette, c'était une dame qui accouchait les femmes et qui disait des choses avec lesquelles le curé n'était pas d'accord. Souvenez-vous. Parce que c'est évidemment, enfin voyons, est-ce que vous pensez vraiment qu'une femme du 19e siècle a des connaissances sur la grossesse et l'accouchement? Bah pourquoi? Évidemment que là-dessus, il faut écouter le curé, qui n'est pas équipé. Bref. Euh, J'avais envie de dire patriarcat. Mais en fait, c'est un mot qui est tellement galvaudé que je peux plus l'écouter, hein. Ça m'agace de l'entendre. Mais bref, je reviens à mon petit Sylvinet. Peut-être que la fameuse baigneuse, en disant un homme, même s'il est jumeau, il n'aimera jamais personne plus fort que l'épouse qu'il aura, en gros, que la femme qu'il va aimer. J'aimerais bien voir ce que ça va donner. Parce qu'il y a un côté très exclusif et très passionné au final chez Sylvinet. Landry aussi, hein. Et Landry, il est démonstratif. Fadette, elle est beaucoup plus prudente. Parce que Fadette, elle a eu le temps de se prendre des coups de pelle dans la tronche par la vie et par les relations sociales et compagnie, hein. Et je trouve que les thématiques sont vachement intéressantes dans ce livre-là, à savoir, si vous venez d'une famille qui a été qui porte un stigmate parce que, je sais pas, il y a quelqu'un qui est en prison, quelqu'un qui mène, qui a un travail qui est pas très recommandable, s'il y a, s'il y a des espèces de petits scandales, hein, des squelettes dans le placard et compagnie, alors que Fadette, en fait, elle y est pour rien, c'est la génération au-dessus, c'est sa mère, en fait. Et quelque part, elle n'a pas apporté les conséquences des péchés de sa mère. Sa mère, elle a quitté son mari et pour suivre des soldats. Donc ça, je vous l'avais déjà dit à plusieurs reprises. Les filles à soldats, c'est des prostituées, hein. Donc on n'en saura peut-être pas plus, je pense pas. Peut-être que c'est une femme amoureuse qui a suivi un soldat et puis bah ça a rien donné. On sait pas, mais quelque part, Fadette, elle a pas apporté ça. C'est pas elle. C'est pas elle, c'est pas son petit frère. Elle a perdu son père. Elle était jeune. Elle a perdu sa mère aussi. Et puis quelque part, bah c'est pas à la grand-mère de récupérer les gosses. Elle a fait sa vie, elle. Elle a élevé ses enfants. Elle est âgée. Elle peut s'occuper d'elle. Après, je dis pas que si vous avez des enfants enfin, si vous voulez récupérer vos petits enfants pour une raison X ou Y, oui, faites-le. Mais
quelque part, c'est pas dans l'ordre des choses, je trouve. Parce que on peut penser aussi que la petite mère Fadé, là, la grand-mère Fadé, elle aurait pu profiter de sa petite retraite. Bon, enfin, la retraite au 19e. Enfin bref. Et si on revenait sur mes choupinous? Ils sont trop mignons. Donc ils vont se voir tous les soirs en secret, puis ils se parlent longtemps. Et puis Fadette, elle le laissait pas trop l'embrasser parce que au final, elle préférait lui offrir son amitié parce qu'elle devait pas croire du tout qu'il l'aimait pour de vrai et compagnie. Et de se dire, oh, c'est le plus beau garçon du village, jamais, mais pourquoi il s'intéresse à moi, quoi? Moi, je suis la fille d'une prostituée. Pourquoi est-ce que le plus beau du village, le plus fort et le plus gentil, pourquoi il serait pour moi? Mon petite Fadette, elle me fait mal au cœur. Oh, elle est gentille, une petite poulette. Oh là là, j'aime bien, hein. Mais en fait, je crois que ça. Je pense que la lecture que j'ai faite quand j'étais au collège ou au lycée était complètement différente parce que j'avais un âge proche de la petite Fadette. Et là, en fait, je pourrais être sa mère. Je pourrais être la mère de Landry. Et ce qui fait que je les trouve vraiment choupi, quoi. Ça. Je suis plus. Je pense que quand on lit un livre et que les héros ils ont un âge proche d'une autre, ça va faciliter l'identification quelque part. Sauf que là, comme il y a un décalage de génération, j'ai une posture d'adulte en fait sur des jeunes qui démarrent dans la vie, puis qui démarrent avec cette belle histoire d'amour. Puis ils sont trop mignons, puis ils sont sincères, ils sont authentiques, ils s'aiment très fort. Oh, j'adore! Ça me donne trop envie de lire les deux autres livres. Donc c'est François Le Champy et La Mare au diable pour les livres du Berry, de la campagne, tout ça. Et je sais pas si c'était une. Je pense pas que la petite Fadette c'était un livre qui a été écrit pour la jeunesse. Je suis pas sûre. Je regarderai. Et je crois que je vous avais dit aussi que j'allais farfouiller un petit peu du côté de la vie de George Sand parce qu'il me semble qu'il y avait quand même un côté un petit peu scandaleux chez elle dans les relations parce qu'elle je crois qu'elle a eu une relation extra-conjugale, il me semble, avec Debussy. C'est pas ça? Je sais plus. Je vérifierai, mais pour la semaine prochaine. Là, j'ai la flemme. Et enfin bref, moi j'aime bien. Je trouve que c'est tout doux. J'aime bien le parler, il est vraiment chouette. Les, enfin le style quoi, il est chouette. On est un peu sur des idées aussi de bon sens pratique quoi, du sens commun. De bah oui en fait ton frère Sidviné il se rend malade donc c'est la tête qui c'est la tête qui fait qu'il se rend malade physiquement donc faut aller lui parler ça ira mieux c'est pas puis je comprends que les parents Barbeau ils sont paumés mais il y a vraiment un côté qui est très feel good hein. C'est super agréable à lire j'aime beaucoup. Mm, j'aime beaucoup ça me donne envie d'en lire plein d'autres des George Sand donc je vous dirai. Il y a peut-être un côté un peu moralisateur quelque part, parce que là, quelque part, c'est les petits jeunes, là, pour faire les choses bien, bah, faut que papa, maman, ils autorisent le mariage. On peut discuter ensemble, mais se faire des bisous, c'est peut-être pas trop bien encore. Donc faut se marier, tout ça, passer devant le curé, patati patala. Les autres, là, qui bavent parce qu'il y a des gens qui ont mauvaise réputation et qui vont en rajouter, c'est pas bien, c'est pas gentil. Ça, je sais pas s'il y a vraiment ce. Enfin, c'est pas écrit noir sur blanc si vous voulez, mais il y a un côté un peu moraliste sans doute, mais qui. C'est pas. Qu'est-ce que j'avais pas aimé moi? J'ai essayé de relire il y a pas très longtemps Les Malheurs de Sophie. Ah, je peux pas. Mais vraiment pas. Après, c'est pas. Enfin, là, on est clairement dans Les Malheurs de Sophie sur des bouquins pour enfants. Pour petits, hein, primaire. Mais. Oh non, non, j'aime pas. Mais ouais, c'est vraiment très cool. Il y a une connotation feel good, mais parce que le feel good n'existait pas à l'époque, mais aujourd'hui si, donc je trouve qu'on peut être un petit peu là-dedans. Puis
Je pense vraiment que c'est un livre à faire lire à des ados. Je sais pas ce que vous en pensez. Ou à relire quand on est adulte et puis à se dire oh ils sont trop mignons. Mais moi je les trouve vachement touchants, Landry et Fadette. En fait ils sont gentils quoi. C'était, ils sont gentils et en fait si on réfléchit un petit peu, Landry qu'est-ce qu'il veut? Il veut Fadette. Qu'est-ce qui l'en empêche? La société et la mauvaise réputation de Fadette. Donc c'est des choses qui ne viennent pas. Et elle aussi, elle met une petite barrière, hein. Euh, mais les freins pour que Landry il soit avec Fadette, c'est des freins ça va pas être difficile pour lui de les abattre. Parce qu'en fait, il s'en fiche. Il s'en fiche de ce qu'on dit d'elle, il la défend, tout ça, il est en révolte en fait contre son père. Et il respecte en fait le fait que Fadette dise non, non, mais on s'embrasse pas. On discute, puis moi je suis ton amie. Il respecte ça. Il lui donne du temps. Fadette, elle veut quoi? Elle veut Landry depuis longtemps. Mais qu'est-ce qui l'en empêche? Elle a une sale réputation. C'est elle qui se la traîne, sa sale réputation. Tout le monde, en fait, pense d'elle qu'elle est mauvaise et compagnie. Donc, elle a fait des efforts pour être moins mauvaise, être plus présentable, ne plus traîner avec les garçons, être plus gentille, etc. Mais elle faisait tout ça, pourquoi? Parce qu'elle avait mauvaise réputation. Parce que si tout le monde vous dit vous êtes un gros naze, bah qu'est-ce qui vous en empêche d'être un gros naze? Et elle avait ce côté révolté, et en fait elle a travaillé sa révolte pour en faire quelque chose de... Elle s'est sublimée. Donc la sublimation, c'est vraiment... En fait, la sublimation, c'est le fait de magnifier quelque part la personne qu'elle est. C'est d'améliorer sa personne. Mais encore plus. Et je la trouve chouette. Quelque part, elle me fait penser à Hester Prynne de Nathaniel Hawthorne de La Lettre écarlate. Hester Prynne qui est une jeune femme qui, oui, elle a fait un péché. Hester Prynne, elle a couché avec un homme en dehors de son mariage. Et elle est tombée enceinte. Et, et le mari est supposé être mort. Mais comme il n'est pas mort, bah elle n'est pas veuve. Enfin, comme il n'est pas mort. Il est supposé être mort, il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'enterrement, donc il n'y a pas d'enterrement. Officiellement, elle est sans doute veuve, mais elle l'est pas, parce qu'il n'y a pas de mort. Et en fait, elle l'est vraiment pas parce que il était juste, il n'était pas là. Enfin bref, il n'était pas là. Mais Esther Prynne, elle, enfin, c'est un personnage qui trimballait sa solitude, le fait d'être mariée avec un homme plus âgé, qui voulait se caser parce qu'il disait oula, tic-tac, là, il est peut-être temps que je me pose, quoi, parce qu'il avait 40 ou 50 ans. Elle avait 18-19 ans quand elle s'est mariée, très belle femme. Et il lui a fait des promesses d'amour. Elle y a cru, parce elle était jeune et naïve, et il a continué de faire ce qu'il faisait, à savoir traîner entre guillemets avec les tribus indiennes, plutôt un peu hostiles quand même, parce qu'on est au XVIIe siècle aux États-Unis et que y a les colons, etc. Et donc elle est seule avec ses promesses d'amour, mais il y a rien derrière. Et puis elle est tombée sur un gars. Quelque part, oui, c'est pas bien. Oui, c'est illégal, parce que c'était illégal à l'époque. Euh, Le truc qui est très bien quand même dans ce bouquin, c'est que la petite qui naît, l'enfant adultérine, je trouve que le personnage est génial. Un petit peu foirade sur comment parle un enfant de 3 ans, mais elle me fait penser, en fait, la petite Fadette me fait penser un peu à Esther Prynne, mais la petite Fadette étant un peu plus rentre dedans. Esther Prynne, tout est intériorisé, toute sa révolte est intériorisée. Donc voilà. Bah j'aime beaucoup, je trouve ça super chouette à lire. Ça me donne envie d'en lire d'autres, donc peut-être que je les lirai sur la chaîne ou peut-être que je les lirai comme ça et puis je vous les présenterai un mercredi.
Et voilà, donc je sais pas ce que... Je ne sais... Enfin, un 2 3. Je fais peut-être une vidéo mercredi, je ne sais pas encore. Samedi, il y aura la 6e nouvelle sur 12 des mémoires de Sherlock. Je fais une pause après, je ferai un peu de vacances. Dimanche, je finirai La Petite Fadette de George Sand. Et je pense que je vais prendre 3 semaines de vacances parce que déjà, j'en ai besoin. J'ai envie de faire un peu autre chose. C'est pas que ça me stresse en fait de me sentir en retard parce que quand je suis en retard, c'est juste que j'aime pas trop ça et que en fait le fait de faire un peu autre chose, enfin à mon avis je vais prendre de l'avance, hein, mais ça va me faire du bien ma foi de faire un petit peu autre chose. Donc je ferai une pause sans doute de 3 semaines et après je vous avais dit je reprends pas tout de suite les mémoires de Sherlock Holmes parce que en fait je me lasse un petit peu. Donc je vais découvrir quelques nouvelles d'Oscar Wilde et on lira aussi Belphégor, le fantôme du Louvre de Arthur Barnett. J'ai pas fait le découpage encore. La police elle est plus grosse, je pense que ça va se lire vite. Mais j'arrive pas à savoir en combien de temps. Je vous souhaite un très bon dimanche. Au week-end prochain. Peut-être une vidéo mercredi. On verra. À tout bientôt. Lisez tout plein, rêvez tout grand. Salut!